Alors bonjour à tous et bienvenue au débrief JFTL 2024 by Niji. Au sommaire aujourd'hui, nous allons vous présenter le contexte, l'équipe et les thèmes majeurs de ces JFTL. Et ensuite, nous plongerons dans le vif du sujet avec les tutoriels, les conférences et une petite conclusion. Alors le contexte. Donc c'était la 16e édition de la Journée française du test logiciel. Cette journée existe depuis 2008 et elle est réalisée par le Comité français des tests logiciels. Elle s'adresse aux professionnels du test logiciel et de la qualité des systèmes d'information en France. Cette année encore, il y avait environ 1300 participants. Ça se déroule à Montrouge et on peut assister à des conférences, des témoignages et des tutoriels. Alors l'équipe Niji qui s'est présentée cette année est la suivante. Je vais laisser Antoine se présenter. Bonjour, donc je suis Antoine Nobilo, testeur automaticien chez Niji. Bonjour, je suis Betty Boger, je suis la responsable de la Testing Factory et c'est moi qui ai tenu le stand. Moi, c'est Géraldine Courteau et je suis test lead chez Niji. Bonjour, je suis Gilles Nouet, donc je suis chef de projet testing chez Niji. Bonjour, Yoann André, je suis expert automaticien et lead test. Alors, les thèmes majeurs cette année étaient principalement 4 thèmes. L'intelligence artificielle, l'automatisation, l'accessibilité et l'éco-conception. On va démarrer avec les tutoriels et je passe la main à Johan. Yes, merci. Oui, j'étais à la première journée, dans la journée des tutoriels. C'est des formats un petit peu plus longs, on est sur 3 heures et c'est axé sur la participation et la mise en pratique. J'ai participé au premier tutoriel, donc c'était Cypress vs Playwright, donc 2 outils d'automatisation, entre guillemets, tendance. Donc, on devait avoir installé les outils sur notre machine et on a fait de la pratique avec à chaque fois des exercices qui comparaient toutes les fonctionnalités des outils et on faisait le même exercice sur l'un puis l'autre directement. Donc, c'est des outils très complets. Il y a tout ce qu'on attend d'un outil d'automatisation de test d'interface. On a fait naviguer vers une page web, récupérer les éléments des pages, cliquer, navigation keyboard. On a fait un petit peu de tests d'API également et la gestion du contexte des tests, la parallélisation. Et on a fini par voir comment on peut les intégrer en CI. Là, on a vu qu'il y avait quelques problématiques. Ils ne fournissent pas d'images toutes faites, donc, par exemple pour des images Docker, et c'est pas si simple que ça à les faire. Là, ce qu'il y a à retenir, c'est que le présentateur, lui, en a fait des images Docker et il les partage. Là, j'ai mis l'URL, donc pour tous ceux qui voudraient l'intégrer dans leur CI, ça peut aider. Voilà, donc c'est des outils qui sont basés sur l'attente dynamique, qui changent un peu la donne, par exemple, par rapport à Selenium, qui est un outil plus ancien. La personne qui présente ne donne pas réellement un avis tranché entre les 2 outils. Chez Niji, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes pour Playwright. On l'applique sur plusieurs projets, mais c'est de plus en plus demandé. Et on a des témoignages de personnes qui abandonnent Cypress pour passer sur Playwright. L'après-midi, j'ai participé à un atelier d'éco-conception sous forme de jeu. On a eu une présentation de ce qu'est l'éco-conception, ce que ça englobe, et on a pu voir que ça s'appuie sur un référentiel, le RGESN. Après, on était répartis par petits groupes et on se mettait en pratique comme si on développait un service numérique et comment on intégrait tous les critères RGESN dans la conception de notre produit. Et aussi, on devait fournir une stratégie de comment on allait tester l'application de ces critères. Il y a 78 critères, je les ai mis sur la droite, on les voit. On a une démonstration de GreenSpector, qui est un outil qui permet de mesurer les consommations sur le terminal de l'utilisateur. Donc c'est là où il y a le plus à gagner. 80% des consommations globales des services numériques sont présentes sur le terminal de l'utilisateur. Et GreenSpector, c'est vraiment un super outil qu'on connaît chez Niji et qui permet de mesurer les consommations.
Pour les personnes qui présentent, l'éco-conception va devenir un sujet au même titre que pour l'accessibilité et avec pourquoi pas des obligations, voire des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas, assez les critères d'éco-conception. Donc ça va devenir un sujet et ce sera de plus en plus présent sur nos projets. Alors ensuite, on a assisté à des conférences sur toute une journée. Donc là, vous avez la liste des conférences. On a essayé d'être présente au maximum d'entre elles et du coup, on s'est dispatché ces conférences. Donc toujours pour parler de Green, j'ai assisté à une conférence intitulée Dev GreenOps, opportunité de repenser la culture du test pour plus d'agilité et de collaboration. Donc l'idée là, c'est effectivement de passer du DevOps au Dev GreenOps avec cette prise de conscience de l'impact environnemental du numérique. Les outils qui ont été évoqués pendant cette conférence, donc on a eu le plugin SonarCube EcoCode avec de l'analyse de code sur des pratiques green, le plugin GreenSpector dont vient de vous parler Johan, du monitoring avec Scaphandre. Les éléments marquants, comme le soulignait Johan, l'IT émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Et en comparaison, ce qui était montré, c'est que l'aviation était responsable de 3% de ces émissions, là où l'IT est responsable de 2,5% pour le moment, avec 80% qui proviennent des terminaux. Du coup, pour mettre du green dans nos pratiques, il faut modifier nos pratiques de test avec des tests spécifiques, des nouvelles exigences fonctionnelles à vérifier, des tests aux extrêmes, notamment les connexions au réseau et les vieilles plateformes, et puis toujours augmenter l'automatisation. Et bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut faire de la place pour ces tests green. Quand on fait du shift left, on détecte au plus tôt les problèmes qui peuvent être green, et quand on fait du shift right, on se rapproche de l'environnement cible. Et ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est que ils ont montré un exemple où ils ont carrément désactivé directement en prod une fonctionnalité, notamment là c'était un fil Twitter, et ils se sont rendus compte qu'effectivement ça avait un gros impact. Pour pouvoir se rendre compte de tout ça, il faut suivre de nouvelles métriques, bien évidemment. Donc suivre la consommation d'énergie du terminal, des serveurs, l'émission de gaz à effet de serre et les scores d'éco-conception. Donc, comme le disait Johan, chez Niji, on connaît déjà le plugin GreenSpector. On a utilisé aussi GreenFrame pour la refonte de notre site web. J'ai assisté à une autre conférence qui s'appelait QE-Score, instruire une démarche de qualité continue autour d'un indicateur. Donc là, l'idée, si vous regardez l'image, c'est à travers tous les outils qui permettent de créer une application, de faire une remontée d'indicateurs et de calculer un score en pondérant en fonction des outils. Donc ces outils sont utilisés pour les tests d'API, les tests de performance, la qualité du code, jusqu'aux tests de sécurité. Donc ça fait une multitude de remontées d'informations. Et à partir de cela, donc ils font un calcul. Et ces règles de calcul sont déterminées par toute une équipe et mises à jour chaque année. Donc avec le CTO, l'équipe sécurité, les tech leads et les QE leads. Ce qui m'a marqué dans cette conférence et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont essayé de faciliter la collecte des données sur les nouveaux projets pour en faire quelque chose de hyper simple et rapide. Donc en moins de 10 minutes, ils sont capables de monter cette remontée de QE score. En plus, c'est accessible à tout le monde et c'est diffusé en temps réel. Ce score permet de comparer des produits différents avec des maturités différentes. Et donc, on peut comparer, par exemple, des applications, des groupes d'applications. On peut regarder les scores par performer. Ce score a été aussi utilisé pour mesurer des gains. Et l'exemple qui a été donné, c'est avant ou après l'introduction de l'IA, quelle est la différence de score. Donc, en fait, l'équipe, là, on retire quelque chose de vraiment très positif.
Ils ont observé une diminution de 25% de defects en production et ils ont observé aussi que ça faisait augmenter la vitesse d'automatisation. Donc, une conférence vraiment intéressante sur une harmonisation d'un score sur plein de projets. Pour ma part, j'ai assisté à une conférence sur le thème de l'IA, donc agents IA pour les tests logiciels sont-ils avec nous ou contre nous? C'était présenté par un professeur de l'université de Bordeaux. C'était donc plutôt axé sur un thème qui est pour l'instant un thème de recherche, et lui il s'intéresse plus particulièrement sur les agents IA pour les tests logiciels. Donc un agent IA, en fait, c'est un large language model auquel on ajoute en fait la possibilité d'interagir avec le monde extérieur, notamment par des outils. Et le principe de fonctionnement, c'est on lui donne un objectif. Ensuite, l'IA génère un plan et grâce aux outils dont elle a à disposition, elle exécute ce plan. Et ensuite, il y a une évaluation du résultat. Et selon l'évaluation, on itère et on recommence. Voilà, donc c'est un concept très performant qui est vraiment très, très vivant actuellement. Vraiment, il y a beaucoup de recherches autour de ça, notamment pour l'automatisation du web. Mais on voit que ça peut aussi être utilisé dans le cadre des tests logiciels. L'exemple que le présentateur nous a fourni, c'est de donner l'objectif de trouver, en donnant un site, une personne qui serait référencée sur le site. Et donc, l'IA ne connaît absolument pas le site. Et donc, elle met en place un plan. Et avec les outils à la disposition, dont notamment du code Playwright, elle vient interagir avec le site, voilà, parcourir le site et au final, trouver cette personne. Donc actuellement, voilà, comme je vous disais, c'est un sujet d'étude et donc il y a pas mal de limitations, notamment sur le temps d'exécution. C'est des tests qui peuvent être assez longs. Il y a beaucoup de problèmes aussi d'utilisation de la mémoire. Et comme pour tous les LLM, en fait, plus on donne un scénario détaillé, meilleurs sont les résultats. Donc il y a une difficulté à trouver les bons niveaux de détail de scénario pour accomplir l'objectif. Et voilà, si on donne des scénarios complexes, on peut avoir des difficultés de taille de contexte liées à la taille des contextes. Et enfin, le point qui me semble le plus important dans le cadre des tests logiciels, c'est que à la fin, il y a une difficulté de savoir si le test est en échec du fait du système sous test ou de l'IA elle-même qui n'aurait pas réussi à trouver le bon plan et la bonne façon d'adapter son plan. Donc comme je le disais, c'est un thème très actif. Il y a beaucoup de recherches actuellement. Donc c'est une technologie prometteuse qu'il faudra suivre dans l'avenir et qu'on pourra sûrement à terme utiliser au sein de nos projets. Alors, de mon côté, j'ai pu assister à une conférence sur l'IA est-elle compatible avec la qualité durable, qui faisait un bon lien avec les différents thèmes qu'il y a pu avoir lors de cette GFTL entre l'IA et le green, éco-conception, etc. Et dans cette conférence, il nous présentait que l'IA, elle a intégré notre monde de tous les jours. Par contre, son impact environnemental est assez fort et assez négatif même. On est dans un monde où on a moins de limitations de l'hardware. Et donc, l'optimisation, c'est plus une priorité lorsqu'on développe un nouveau produit. Et donc, là, c'est là que la question de est-ce que l'IA est durable en qualité se pose, parce que c'est quelque chose qui est assez énergivore, coûteux, et qui a plusieurs impacts sociétaux. Ce qui était intéressant dans cette conférence, c'est qu'il y a eu un petit rappel sur pourquoi l'IA n'est pas durable. On nous a fait un petit plan pour nous démontrer ça. Donc l'IA était énergivore. Comme on peut voir sur le schéma à droite, c'est 10 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche. Il y a des risques de dérive, donc il y a des risques utilisateurs, et il y avait aussi des risques pour les créateurs sur la propriété intellectuelle. On peut voir aussi qu'il y avait des autres soucis en termes d'impact
c'est la taille, par exemple, ChatGPT-3 avec 570 gigabits, et énergivore, parce qu'il faut 10 000 cartes graphiques NVIDIA GPU pour prioriser les tests. Donc, et pour prioriser les tests, il faut à peu près 50 000 € pour utiliser l'IA. Une des nouvelles choses qui a été présentée, c'est que dans le RGERSN, qui a un référentiel sur l'éco-conception mis en place par le gouvernement, ils ont rajouté une thématique sur l'IA. On nous a également été présenté la méthode BISOU, donc besoin immédiat, similaire, origine et utile, auquel l'IA devrait répondre si elle se veut être durable. Et donc, il a fini par clôturer pour nous montrer les axes d'amélioration et du coup les 4 points clés qu'il faudrait pour que l'IA soit durable. Qui sont donc que ce soit une IA de confiance, c'est-à-dire que l'utilisateur ait confiance que les réponses, qu'il y ait moins de dérives, qu'on soit sûr de ces réponses-là, qu'il y ait un ROI vraiment important, ce qui n'est pas trop le cas encore actuellement, qu'elle réponde à cette nouvelle thématique du RGESN, pardon, et enfin qu'elle réponde à la méthode BISOU. Dernier point qui a été amené par les présentateurs, c'est 3, on va dire, nouvelles intelligences artificielles intéressantes à regarder, qui peuvent potentiellement être plus durables ou qui apportent des nouvelles choses, comme Gravity sur le terme d'anonymisation des données, Mistral pour la partie open source, le fait que ce soit hébergé en Europe et que ce soit beaucoup moins gourmand en ressources, puisque ça peut être utilisé et installé en local, et enfin Perplexity, qui va venir un peu plus protéger la propriété intellectuelle en citant les sources et en donnant les liens de ces sources. Je trouvais que c'était une conférence assez intéressante. Ça peut montrer un peu la contradiction entre l'IA qui peut potentiellement nous aider à éco-concevoir et le fait que l'IA n'est pas encore durable en qualité. Une conférence autour de l'accessibilité et l'IA. On mixe deux thèmes d'actualité. Donc c'était un développeur d'expérience qui nous faisait une petite démo dans une première partie très intéressante où il génère un site web via ChatGPT 4, donc très, très ludique à voir. Il se base sur des maquettes dessins qu'il a dessinées sur du papier et quelques assets d'images, et l'IA nous génère le site web. Donc, il le lance sur sa machine, ça ressemble, c'est pas mal, ça ressemble bien aux maquettes qu'il avait dessinées, et c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il lance des tests d'accessibilité sur le site, donc à base de screen reader, et il utilise aussi Lighthouse de Google, qui est un outil qui nous donne des indicateurs sur le SEO du site, et on a bien sûr une indication sur le niveau d'accessibilité du site. Et le constat, c'est que c'est pas bon du tout. Il manque beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont pas mappées, et globalement, le site est pas du tout accessible. Donc la personne qui présente l'explique en partie. Pour lui, c'est à cause que l'IA elle est entraînée sur du code qui est en grande partie ancien, donc non accessible, et que c'est pour ça que l'IA génère du code qui globalement n'est pas accessible. Il nous a expliqué aussi qu'il a essayé de le mettre dans les prompts, que l'IA devait respecter l'accessibilité, mais c'est une information qu'elle va vite oublier, et tout ce qu'elle va générer ensuite ne sera pas accessible. Il nous fait une démo également d'un déploiement via Git, où il intègre Lighthouse dans la CI avec une limite. Donc ça veut dire à chaque fois qu'on vient push du nouveau code, qu'on change des choses sur l'application, mais il y a un contrôle qui est fait, et on a une limite. Donc il met une limite par exemple à 89% d'accessibilité, et ce qui permet d'avoir un contrôle à chaque fois qu'on modifie notre site. Sur le niveau d'accessibilité, ça a l'air simple à mettre en place, et c'est intéressant de mettre ça. Et il nous montre ensuite tout ce qu'il est obligé de corriger et tout le travail que ça nécessite pour corriger toutes ces erreurs d'accessibilité sur le site, et le travail que ça nécessite. Donc au niveau
WCAG, donc on a déjà des normes d'accessibilité qui sont en place, et il y a un nouveau palier qui arrivera, et des obligations, bien sûr, sur l'accessibilité en France. Et il y a un nouveau palier qui arrive en juin 2025. Voilà, donc c'est des sujets qu'on suit et c'est d'actualité. De mon côté, j'ai pu assister à la conférence coup de cœur sur une nouvelle IA qui a été présentée. Donc, au-delà du test first, l'ère du test foresight avec l'IA Rex, présenté par Tidis, où en fait, il nous présentait un nouveau paradigme de test, le test foresight, qui vient du test first et qui va venir l'améliorer et rajouter beaucoup plus de tests en amont sur les specs et les US. Ils se sont rendus compte que les TNR, elles étaient coûteuses et que sur les projets, il y avait très peu, voire pas d'automatisation. Et donc, ils ont proposé une solution avec une IA, leur outil justement de test foresight. Donc, avec une partie qui va venir générer un site fonctionnel juste à partir des specs avant le dev. D'où la partie test first. Ce qui va permettre du coup d'envoyer au métier, d'avoir un premier rendu des specs des US pour que le métier puisse les valider, voir s'il y a des choses à modifier, potentiellement des colonnes dans une table de VDD à rajouter. Et ça va fortement réduire le coût des correctifs. Donc, vraiment, les éléments marquants, c'est forcément cette IA qui va venir générer le site web fonctionnel. C'était assez bluffant à voir. On avait des petits gifs vidéo qui nous présentaient comment le site était rendu. C'était un site qui nous présentait des petites tables. C'était vraiment très intéressant et bluffant de voir qu'à partir des US, on pouvait faire un site fonctionnel. Autre chose, c'est que leur IA, ils nous ont montré qu'elle était vraiment de bout en bout. Elle partait vraiment des specs des US, voire même du cahier des charges pour venir générer le modèle de données, puis après générer des spécifications et le site prototype, et enfin venir générer les tests automatisés pour les exécuter, avec du Gherkin pour que ce soit lisible par tous. Et ils se sont rendus compte avec cette IA qu'ils ont pu diviser par 3 les efforts de TNR. Moi, je trouvais que c'était une présentation vraiment intéressante. C'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, bluffant. Et de notre côté, à Nigi, on a prévu de faire un point avec eux pour qu'ils puissent nous présenter plus en détail cette intelligence artificielle-là. J'ai enfin aussi pu assister à une conférence sur le guide du survie du Quality Advisor. Donc, c'est-à-dire comment un coach QA va pouvoir, en rejoignant une équipe, améliorer son process qualité et mettre en place différentes étapes pour cela. Donc, en fait, sous forme d'un petit guide de survie, il nous a présenté, que ce soit en termes de soft skills ou de compétences techniques pures, ce qu'il faut faire en tant que coach QA pour améliorer le process qualité d'un projet. Il nous a présenté ça sous forme de contrat à mettre en place avec l'équipe projet, donc en mettant en place des mesures, en faisant un état des lieux et en mettant en place des solutions. Et ensuite, l'objectif, c'est d'industrialiser ces solutions-là pour que l'équipe devienne autonome dessus. Dans les éléments marquants, j'ai noté que il y a eu un bon rappel sur 2 modèles importants en stratégie, donc le modèle en diamant, qui va faire les tests d'acceptation, tests d'intégration en gros et les tests unitaires, et le testing trophy, qui va être le test en diamant, mais avec rajouter les tests statiques en amont. Chose importante qu'il a noté, qu'on a pu voir, c'est qu'il a remarqué une hausse importante du besoin de compétences techniques pour un QA. Donc, on a besoin de plus en plus de compétences en CI, Docker, design pattern, IA aussi. Et je trouve ça vraiment important dans notre métier aujourd'hui. Pour ce qui est de l'automatisation, il a pu ramener 2 mots-clés que je connaissais pas, qui sont vraiment intéressants à retenir. C'est KISS, Keep It Simple and Stupid. Donc, garder des tests vraiment simples et on va dire stupides, c'est-à-dire pas aller dans du trop complexe pour qu'il y ait vraiment un bon retour sur investissement des tests automatisés. Et enfin, le dry, donc don't repeat yourself, c'est donc ne pas faire trop de duplication de code dans les tests automatisés. Il a pu également nous rappeler donc 4 organisations de quality assistance, donc le no QA, QA intégré, QA transverse, QA hybride. Ça permet vraiment de voir les différentes organisations d'équipe
ça fait un bon rappel. Et enfin, le point le plus intéressant, c'est vraiment les 3 exemples qu'il a pu voir en tant que coach QA sur les projets où il y avait des soucis de qualité. Donc, c'est-à-dire des projets où les US étaient beaucoup trop techniques et donc difficile de définir des scénarios clairs. Des projets où il n'y avait pas d'automatisation du tout, donc avec des TNR run à la main tout le temps. Au final, ça fait, si le cahier est assez important, ça devient assez long. Et enfin, des projets où l'automatisation n'est pas pertinente, donc c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux mots-clés KISS et DRY. Je crois que c'était une conférence assez intéressante, ça permet de faire des rappels, choses qu'on peut potentiellement connaître, mais qu'on oublie avec le temps, donc une bonne piqûre de rappel. J'ai pu suivre une conférence sur sécuriser l'engagement d'un centre de service via le model-based testing. C'était présenté par une personne de S2I et une personne de Thales. C'était donc dans le contexte de Thales système électronique de missiles. Donc c'est un contexte avec une complexité assez forte des systèmes, avec des besoins aussi que ces systèmes répondent dans des conditions dégradées d'utilisation. Donc voilà, un contexte assez complexe. Et donc pour remédier à ce problème de complexité, voilà, ils sont basés sur une approche du model-based testing avec des modèles plus accessibles et collaboratifs. Sachant que chez Thales, ils ont une culture forte de la modélisation. Donc, ils ont pu se baser là-dessus pour ensuite voilà, aller vers cette approche de modèles plus accessibles. Et aussi, le point important, c'est que ces modèles ont été pensés dès le départ en vue d'une approche testing. Cette approche aussi a permis d'avoir des feedbacks plus réguliers avec un découpage très clair des fonctionnalités du test. Ça a permis d'apporter des résultats qui sont très convaincants, avec très forte réduction des défauts, et aussi une amélioration en fait, du délai de détection de ces défauts, et une diminution du temps de maintenance des tests. Sachant que grâce à ce model-based testing et l'utilisation de Jest, ils ont pu automatiser plus rapidement en fait les tests. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que cette approche de modèle accessible et collaboratif avec ce découpage permet des feedbacks plus fréquents, ce qui permet d'améliorer le délai et la détection et tout. Et ces modèles accessibles en fait permettent d'automatiser plus facilement et donc d'améliorer la qualité globale des produits. Comment la système team testing est devenue une solution team qualité? C'était une conférence présentée par SNCF Réseau dans le cadre de leur déploiement SAFE sur leur programme SI Travaux. Donc, ils ont voulu mettre en place une système team. Alors, au sens SAFE, une système team, c'est une équipe agile spécialisée qui aide à créer les environnements et à intégrer le système et la solution. Elle peut aussi se charger des tests. Et là, c'est la solution qu'ils ont prise. Donc, leur problématique, c'est que ils fonctionnaient encore au papier et au téléphone, et ils voulaient passer au digital avec des données communes et fiables et harmonisées. Et donc, ils avaient 7 équipes agiles interdépendantes, donc environ 70 personnes, avec des interconnexions avec d'autres applications SNCF. Donc, pour harmoniser tout ça, ils ont mis en place cette système team et ils l'ont transformé en team vraiment spécialisé qualité. Ils lui ont confié le rôle de la gestion globale des tests, de l'automatisation et des recettes bout en bout. Ils se sont également inscrits dans une démarche Dev-Test-Ops pour faciliter les échanges entre développeurs, testeurs et opérationnels, ce qui apporte une compréhension mutuelle des besoins et des contraintes de chacun, avec un focus qui est toujours mis sur l'environnement de test et le service qu'ils doivent rendre. Donc en fait, ils sont dans une démarche de quality engineering avec une équipe fournisseur de solutions, donc une équipe transverse
réactive et adaptable. Et tout cela permet au test d'avoir une vraie voix, d'harmoniser les processus et de capitaliser. Donc c'était un REX intéressant sur cette mise en place avec une orientation vraiment qualité. Ensuite, j'ai une présentation sur la révolution qualité, la mutation du métier de testeur. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Hein. Les testeurs ont besoin d'être de plus en plus techniques, mais il y a aussi de nouveaux défis, de nouveaux outils, de nouvelles compétences à avoir. Les conférenciers ont commencé leur présentation en montrant une annonce d'une recherche d'emploi, en fait, avec des demandes où on demandait une liste de compétences vraiment impressionnante pour un testeur. Voilà, on cherchait un peu le mouton à 5 pattes. Et donc, voilà, donc ils se sont posés des questions autour de ça. Comment réussir à relever ces challenges d'évolution du métier de testeur? Et donc, ils sont venus avec plusieurs idées, notamment donc d'adapter la formation, donc que ce soit la formation initiale ou continue. Ils ont aussi fait le constat que dans certaines entreprises, voilà, les besoins de test étaient pas forcément nécessitaient quelqu'un à temps plein. Il y avait aussi besoin de compétences spécifiques, par exemple sur du test de performance ou d'accessibilité, peut-être de l'éco-conception. Donc voilà, de créer des maisons du test qui permettraient de mutualiser en fait ces besoins de test. Ensuite, l'autre idée, c'était de faire du coaching. Et enfin, de se faire aider par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, voilà, c'était un sujet qu'on connaissait, hein, qu'on a déjà en visibilité depuis plusieurs années. Et ce qu'on voit, nous, en tout cas, chez Niji, c'est que notre organisation en Digital Testing Factory répond déjà un petit peu à ces différents besoins. Voilà, on fait de la formation en interne, on fait aussi du coaching. On représente un peu une maison du test et par rapport à l'IA générative, c'est quelque chose qui est en cours de diffusion au sein de nos équipes et c'est quelque chose qu'on utilise. Enfin, de mon côté, j'ai pu assister à une keynote vraiment très intéressante sur le testing, ce que les études nous disent. Donc, en fait, c'était un peu un retour et une analyse de 13 enquêtes qui a été pu faire sur plusieurs années, qui faisaient un état des lieux du test dans les différents projets. Donc, c'était des enquêtes menées par des entreprises informatiques, dans l'informatique, et qui font des projets de test. Ces enquêtes, elles ont principalement été répondues par des testeurs et des managers, et sur différents points, donc organisationnels sur ces projets, les compétences dont on a besoin sur ces projets, et techniques aussi. Cette analyse, elle a pu me surprendre sur certains sujets. Je trouvais qu'elle était vraiment intéressante. Et il y avait des points de rappel dont on se doutait, comme par exemple 90% des projets utilisent le modèle agile. Donc on va dire c'est quand même assez rassurant sur les projets actuels. Chose étonnante, c'est que principalement donc les projets sont sur des web et API, mais que le mobile n'est que quatrième, donc mobile natif et des web apps mobiles à égalité en fait en quatrième position. Là, on se veut dans un monde en fait un peu mobile first. Je trouve ça quand même assez étonnant. Autre point surprenant, c'est la baisse de l'automatisation remarquée sur ces 2 dernières années. Il a été remarqué en fait qu'il y a un peu moins de projets, de demandes d'automatisation. Chose assez encore étonnante puisque on est vraiment dans un monde qui prône l'automatisation vraiment dans tous les projets. Et les raisons de cette non-automatisation, c'était vraiment un fonctionnel généralement changeant, un manque de temps et un manque de compétences pour automatiser. Autre point très intéressant, c'est que le besoin en compétences de l'IA pour un testeur a fortement monté en passant de 7% à 21% en 2 ans. Donc c'est là qu'on se rend compte que dans notre métier de testeur, au final, les compétences d'IA sont aussi importantes. Et enfin que cette IA, généralement, elle est utilisée pour créer des cas de test, des scénarios, et enfin créer des jeux de données.
Je crois que c'était une keynote vraiment intéressante. Ça permettait de faire un bon état des lieux, des bons rappels et de voir des choses étonnantes donc qu'on voit pas forcément tout le temps. Vraiment, vraiment intéressant sur la forme. J'ai assisté à un retour d'expérience sur l'agilité et le télétravail. Donc une présentation qui revenait sur 6 années de transformation agile des pratiques de test chez Allianz. Donc en fait, les éléments marquants, c'est comment on fait pour mettre en place un nouvel outil avec toute l'évolution qu'il y a eu ces 6 dernières années. Donc l'exemple qui a été pris, c'était de mettre en place IEST. Donc les difficultés qui ont été rencontrées, c'est la mise à distance de plus en plus grande des équipes et des gens à l'intérieur des équipes à cause du télétravail, de la langue et des fuseaux horaires. De plus, comme on l'a dit dans d'autres conférences, le testeur a de plus en plus d'outils à connaître. Donc j'ai indiqué la liste des outils. Vous pouvez voir qu'au départ, si on veut schématiser, ces équipes fonctionnaient avec des tableaux à post-it et HPALM. Et ensuite, 6 ans plus tard, on se retrouve avec toute une suite d'outils à connaître. Donc, pour essayer de résoudre ce problème, ils ont créé une squad spécialisée outils et DevOps avec un portail outils et une communauté de pratique sur le test, et puis aussi une réunion annuelle de partage de connaissances autour de ces outils et de ces pratiques. Également, ils se sont rendus compte que les formations, il fallait les faire évoluer, puisqu'il y a 6 ans, toutes les formations étaient en présentiel avec des exercices corrigés. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à des formations qui sont sous Confluence avec une multitude de petites vidéos de 10 minutes maximum. Et ils se sont rendus compte aussi que c'était intéressant de passer par l'exploration directe du contenu de la communauté logicielle. Donc là, l'exemple, c'était la communauté YEST. Du coup, pour Allianz, les conditions de la réussite pour mettre en place un nouvel outil maintenant, aujourd'hui, c'est d'intégrer les testeurs à la squad, de s'appuyer sur les rituels, les rôles et les partenaires agiles, et bien sûr de conserver des temps pour l'amélioration continue et l'innovation. La dernière conférence auquel j'ai assisté, c'est un retour d'expérience en fait chez Kiabi, sur la guilde de test, bâtir et promouvoir la culture qualité. Donc la personne a pu mettre en place en fait une guilde de test. Donc ils sont organisés sous le modèle Spotify avec des squads, des tribus et donc une guilde transverse. Les testeurs étant dans chacune des squads. Une guilde, c'est pas une idée nouvelle, hein, l'origine date du Moyen-Âge, mais le but, c'est vraiment de créer une communauté de pratique et de pouvoir favoriser l'échange, l'entraide et améliorer en fait les pratiques et standardiser ces pratiques. Ce qui était marquant, c'est que grâce à cette organisation et au fait qu'il y avait justement des temps dédiés aux testeurs pour participer à cette guilde et avoir du coaching, ça a permis en fait à Kiabi de passer de 5 testeurs à plus de 33 testeurs en 1 an. Donc voilà, ça montre l'efficacité de ce système. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du temps dédié, du temps et du budget dédié à cette guide, qu'il y ait une animation qui soit dédiée. Donc là, cette personne était vraiment focalisée sur ce rôle un peu de maître de guide qui venait être en soutien des équipes. Et bien sûr, pour tout ça, il faut le soutien des sponsors et donc de la direction. Ce qu'on peut noter, c'est que voilà ce que je veux dire, ce concept est ancien, mais il reste pertinent même dans l'agilité à l'échelle. Et chez Niji, notre guide, c'est la Testing Factory et des communautés de pratique dédiées, donc soit au test en général, mais aussi notre communauté de pratique sur l'automatisation et plus récemment aussi sur l'IA et ses usages. Donc une conférence
autour des outils d'automatisation, no code. C'est des équipes de chez AXA qui présentent cette conférence. Ils ont des équipes de test assez conséquentes. Ils expliquent qu'ils ont travaillé à les rendre transverses et au niveau organisation, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont un outillage qu'ils ont essayé de mutualiser, donc qui est basé sur du Selenium, Java pour les tests automatisés. Et dans leurs tests automatisés, ils utilisent beaucoup Excel pour la partie jeu de données. Donc, eux, c'est beaucoup de formulaires, beaucoup de tests d'interface de formulaires. Ils ont eu l'idée de créer par eux-mêmes un outil d'automatisation no-code basé sur Excel. Donc, ils ont développé une librairie qu'on ajoute dans Excel et ça nous crée directement le screen que j'ai mis dans la diapo. Donc une feuille Excel avec déjà dedans des choses préformées. Donc comment ça fonctionne? Il y a une partie libellée. On va décrire ce que fait le step de test. Et ensuite, on a un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner parmi les choses qu'ils ont pré-codées derrière, soit des actions, soit récupérer quelque chose dans la page et contrôler son contenu, par exemple. Et derrière, ça utilise leur framework de base pour l'automatisation, donc Selenium Java. Donc ils le mettent en place en interne, ça permet aux non-automaticiens de produire des tests automatisés, d'aller plus vite sur leur phase de TNR. Et donc ça marche. C'est ce que je retiens de cette conférence, c'est que finalement on peut créer soi-même son framework de test et ça marche. Ils le partagent, ils le mettent à disposition en open source. Donc il y a le lien et ils ont la volonté de le faire encore évoluer avec pourquoi pas une interface web pour se passer d'Excel. La présentation suivante, ça parle encore d'automatisation et d'outillage no-code ou voire low-code. Donc là, sur une conférence sur l'évolution d'un recorder. Le recorder, c'est Monsieur Suricat au niveau de l'outil. Donc une solution SaaS est basée sur du record replay. Donc là, c'est le type d'outil où on record son test en faisant un premier passage à la main, en manuel. L'outil enregistre toutes les actions qu'on a dû faire et ensuite est capable de rejouer le test de manière autonome. Qui partent d'une problématique sur l'automatisation. Alors, c'est pas que pour les recorders, mais c'est une problématique un peu générique dès qu'on fait de l'automatisation, c'est la stabilité des locators. Donc, les locators, c'est quoi? Ce sont les éléments sur les pages que le robot a besoin qu'on a besoin de lui apprendre pour interagir avec les éléments. Donc, soit contrôler le contenu d'un élément sur la page, ou soit d'interagir avec lui. Et au fur et à mesure des modifications sur un site, ces éléments vont bouger. Donc, si on se base sur les classes, par exemple, ça peut amener à bouger. Et à ce moment-là, on casse nos tests automatisés. Donc là, le concept qu'ils ont imaginé, c'est dans le recorder, lorsque il enregistre nos actions, il va enregistrer pour chaque élément qu'on pointe, au moins, je crois que c'est cinq façons d'attraper l'élément. Et lorsqu'un jour notre test auto va casser, en mode debug, sur l'élément qui échoue, il va nous proposer les 4 autres alternatives qu'il avait record à l'époque du record. Et de cette manière, on va pouvoir tester ces solutions et voir si ça répare notre test. Si ça répare le test, c'est gagné, puisqu'on n'a pas eu besoin d'aller mettre les mains dans le code. Donc, on va gagner un temps en temps de maintenance de nos scénarios. On y gagne aussi à la conception d'après. Donc, c'est des outils, les recorders qui évoluent, on le voit, beaucoup de recorders évoluent, et globalement, ils ont tous un peu la même tendance d'aller vers du no-code, c'est-à-dire qu'on espère un jour ne plus avoir du tout à coder pour écrire des tests automatisés, ce qui serait vraiment l'idéal. Donc, c'est des outils qu'on suit chez Niji, qu'on propose. C'est pas ce qu'on utilise le plus, mais c'est des outils vraiment intéressants et qu'on suit de près.
Et la conclusion. Oui. Alors, du coup, déjà, je remercie l'ensemble de l'équipe qui ont permis de faire cette restitution vers vous tous et puis aussi vers Niji. Parce qu'effectivement, c'était des journées intenses et très enrichissantes. Et c'est vrai que ce qui ressort de ces conférences-là, c'est que c'était, voilà, comme toujours, intéressant, enrichissant, toujours envie de revenir pour l'année d'après. Les sujets du moment, c'est vrai que Niji participe au JFTL depuis quelques années. Les sujets évoluent. Effectivement, l'automatisation est toujours au cœur des sujets, mais effectivement, avec la loi, il y a de plus en plus de sujets sur l'accessibilité. L'éco-conception reste aussi quelque part des réflexions encore très présentes. Et bien sûr, l'IA qui est apparue l'année dernière et qui est aussi présente fortement cette année avec des cas beaucoup plus concrets. Effectivement, on a des sujets récurrents, parce qu'effectivement, avec l'agilité, on se pose toujours des questions et c'est assez déstructurant parfois sur quel est le métier du testeur. Il évolue, il n'arrête pas d'évoluer et l'organisation la plus efficace au sein des équipes. L'intelligence artificielle qui a été très présente. Donc aujourd'hui, elle est plus théorique. Maintenant, ça y est, elle arrive concrètement avec des cas pratiques et des débuts d'outillage qui arrivent. Voilà, même si on est au tout début, tout début. Pas mal de nouveautés sur l'automatisation. Voilà, techniquement, on n'a toujours pas sur le marché de produits révolutionnaires qui fait tout du sol au plafond et qui permettent de nous économiser en termes d'efforts, mais voilà, il y a quand même des éléments intéressants en termes de pratique et d'organisation. Voilà, donc c'est des sujets toujours intéressants qu'on voit aborder au JFTL qui permettent d'approfondir les sujets. Et c'est vrai que quand on fait écho chez Niji, il y a des sujets qu'on ne découvre pas parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites chez nous. Donc effectivement, sur l'intelligence artificielle, il y a eu des sujets intéressants. Ça a fait écho avec notre cellule d'innovation qui tourne autour de l'IA, qui est transverse sur les métiers. Mais voilà, aujourd'hui, Gilles est notre coach et référent sur l'IA. Et donc, on a toute une animation à travers de POC, de pratiques et de coaching sur les méthodologies. C'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui débarquent et on regarde chez Niji si c'est viable ou pas viable, parce qu'effectivement, il faut qu'on teste avant de le conseiller à nos clients. Chez Niji, en fait, on fait effectivement de la Q et de la QA, voilà, de bout en bout. On a aussi chez Niji des comités de pratique autour du test, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets, beaucoup de. Voilà, le test est toujours une pratique qui évolue selon nos clients et qui est très diversifiée en fonction des projets. Donc, on a des comités de pratique qui permettent de s'acculturer sur les méthodes, sur les outils, etc., qui permettent de partager entre nous. Chez Niji aussi, on travaille sur l'accessibilité au sein de nos projets. Et chez Niji, ce qu'on fait également, c'est qu'on a beaucoup de projets d'automatisation. Ce qu'on remarque chez nos clients, c'est qu'ils sont tout le temps personnalisés en fonction de qui va les utiliser, en fonction du produit à tester. Et on propose vraiment des solutions d'automatisation sur mesure et qu'on prépare avec nos clients pour qu'elles soient les plus efficaces. Comme la keynote sur l'étude qui a été faite, on voit bien que l'automatisation, c'est un vrai projet, un vrai investissement. Et c'est vrai qu'à terme, pour qu'il soit rentable, et il y a pas mal de pièges sur cette rentabilité et l'efficacité sur l'automatisation. Je remercie en tout cas de votre écoute et puis de la participation de l'équipe. Donc, si vous avez des questions, il nous reste 10 minutes. Je vous laisse poser sur le canal ou prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, on a une question. Quels sont les exemples de cas concrets testés par Niji sur l'IA? Alors, on a ce qu'on fait sur l'IA. Je vais m'appuyer sur Gilles et Johan. Donc, aujourd'hui, l'IA est utilisée dans l'automatisation, notamment avec Copilot. Donc, il y a des nouvelles librairies qui arrivent dans certains automates. On l'utilise aussi dans la génération des jeux de données, dans du scripting pour l'optimisation du code de l'automatisation. C'est une aide aujourd'hui à la génération des cas de test. Voilà, il vient pas encore. Enfin, l'IA ne remplacera jamais les testeurs. Il viendra juste augmenter quelque part, améliorer la productivité et améliorer la qualité de ce qu'on produit. Gilles, je te laisse me dire d'autres cas d'usage qu'on utilise déjà chez Niji. Non, tu as fait à peu près le tour, mais je pense que la question, c'était plus sur tester l'IA. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour un client, plus sur une IA qui vient interagir la base de connaissances du client et qui permet
de retrouver des informations dans la base de connaissances du client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait actuellement. Donc, on teste les IA, Stéphane, et on utilise l'IA pour améliorer nos tests également. On va arrêter là, je pense. En tout cas, un grand merci à vous tous pour votre présence.